Elle est expert comptable, il est avocat et tous deux plaident pour une alliance entre leurs professions. Alors bien sûr, les coopérations ont toujours existé, mais ils cherchent aujourd'hui à établir une véritable interprofessionnalité d'exercice. Alors verra-t-on dans un futur proche des cabinets à la fois d'avocats et d'experts comptables? Eh bien c'est ce que nous allons voir avec Agnès Bricard, première femme présidente du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables, et Édouard Delamaze, avocat au barreau de Paris et conseiller économique et social européen. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors Agnès Bricard, pour commencer, quels bénéfices tireraient les experts comptables d'un tel rapprochement? Je crois qu'il faut dire que c'est d'abord une vision globale du dossier, parce que dès lors qu'on est accompagné par un avocat, qui peut être aussi un notaire, on peut parler d'autres professions que l'avocat, eh bien, ça donne une vision globale du dossier. Et on s'aperçoit très souvent qu'on l'optimise de cette façon-là et qu'on le sécurise. Parce que je voudrais dire que quand un dirigeant, sur un objet, peu importe, qui peut être une transmission, une cession, se pose des questions, il a 3 rendez-vous distincts avec 3 conseils. Et chacun a un angle de vue différent. Donc, quid ensuite de sa sécurité, puisqu'il n'aura pas peut-être le panorama complet. Donc oui, il y a bien une optimisation globale du dossier. Et oui, il y a l'excellence aussi pour chacun, au niveau des conseils, de prendre en compte le dossier dans sa stratégie, dans ses perspectives. Édouard Delamaze, même question. Quels bénéfices tireraient les avocats d'un tel rapprochement? Alors, je vais essayer de compléter, sans rentrer du tout en contradiction avec Agnès Bricard, bien au contraire. Le point de vue de l'avocat. Voilà. Mais j'allais dire, le point de vue de l'avocat, c'est d'abord que le service rendu au client soit le meilleur possible. Et là, on y est invité par la Commission européenne qui vient nous demander, au titre de ce qu'on appelle la directive service, justement, d'offrir le meilleur service au client, ce qui est fondamental. Et on sait que le service global au client correspond à la demande. Un client en a assez de chercher ici et là le conseil. Il a une problématique, il aime avoir des interlocuteurs compétents pour chacune des problématiques, mais il ne souhaite pas changer, si vous voulez, la livraison du service. Il veut que tout soit capable d'être réuni. Et je pense que là, pour le client, il y a la réponse, en tout cas, à la réclamation de Bruxelles, et la France doit donner un exemple fondamental sur cette question. Alors Agnès Bricard, on va parler un peu des experts comptables. Le contexte aujourd'hui, c'est l'écrasement des prix, le renforcement de la concurrence. Est-ce que ce rapprochement, c'est un moyen de restaurer de la valeur dans la mission comptable? C'est évident, parce qu'il y a de la synergie à être ensemble auprès du client. Il y a des échanges de vues. Et à partir de là, bien sûr que ça permet de créer ce qu'on appelle cette belle optimisation, mais aussi de sécuriser. Parce que souvent, on entend dire l'interprofessionnalité peut coûter cher. On l'entend des chefs d'entreprise. Pour autant, on va leur rappeler que c'est une sécurité supplémentaire d'avoir les conseils autour de lui, ensemble, sur un seul objet, mais une position globale pour qu'ils puissent repartir avec un plan d'action. Il y a aussi un problème de compétitivité dans les cabinets d'avocats, Édouard Delamaze. Énorme. Il y a à Paris la grande place du droit, comme vous savez, et les cabinets ne sont pas à égalité dans leur développement. Sachez que plus de 75% des avocats à Paris sont des travailleurs indépendants individuels. Ils n'ont aucune structure. Alors ça tient en fait au nombre de collaborateurs qui sont très importants, mais ça montre bien qu'il y a un manque de structuration des cabinets d'avocats. De plus, l'avocat, c'est un secret pour personne, est moins rentré dans l'entreprise que l'expert comptable. Donc, pour l'avocat, cette alliance dont on parlera tout à l'heure avec l'expert comptable est une manière et une possibilité de devenir véritablement l'interlocuteur de l'entreprise et à la fois rentrer en concurrence avec les cabinets anglo-saxons qui, eux, ont depuis 150 ans mis en place un système de partnership qui leur permettait, en tout cas à l'interne de la profession d'avocat et en relation avec les autres professions, à organiser un service du droit beaucoup plus global et mieux défini. Alors justement, vous parliez des cabinets anglo-saxons. Comment est-ce que ça se passe chez nos voisins? Est-ce que ces rapprochements sont déjà plus avancés qu'en France, Agnès Bricard? Je céderai bien volontiers la parole à Édouard Delamaze. Édouard Delamaze, alors, moi, j'ai une petite réflexion, juste un petit aparté. Je dis, chez les experts comptables, il y a les Big Four, et chez nous, il y a les Big 40. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons 40 cabinets anglo-saxons, structurés, forts, compétitifs, excellents sur le marché, alors que les experts comptables, eux, ont les Big Four, également aussi excellents, avec les mêmes qualificatifs. Et donc,
l'idée de la Commission européenne, et je voudrais vraiment répondre au niveau européen parce que cette démarche, elle n'est pas que française. La directive service, c'est une directive européenne. Et l'article 25 et l'article 15 de la directive service nous amènent à réfléchir comme ça. Il faut que ces professions qui veulent donner un service de qualité puissent être en compétition avec les sociétés professionnelles sur le même marché et avoir les mêmes droits et les mêmes capacités d'investir et de se développer. C'est en ça que cette loi est importante et cet effort qui est réalisé est fondamental. Si on ne le fait pas, demain, la place du droit ou de la finance, de la comptabilité et de l'ensemble des services rendus par les experts comptables vont disparaître au profit de structures mondialistes, internationales et étrangères sur notre marché, parce qu'on n'aura pas été capable de s'unir pour faire la concurrence, pour aborder la concurrence. Alors, je vais me faire un petit peu l'avocat. Juste un mot. Allez-y, allez-y, je vous en prie, je vous en prie. En l'état, au niveau de l'Europe, je n'ai pas connaissance d'aucune expérience interpro. J'ai regardé chaque pays, puisqu'il y avait une question qui était claire, c'était dire comparable, parlons des comparables. Je n'ai pas relevé dans aucun pays de l'interprofessionnalité inscrite aujourd'hui en mode opératoire. Alors, il y en a, en tout cas, depuis longtemps en Allemagne. Les Allemands travaillent avec les financiers et les conseils en entreprise depuis un certain nombre d'années. Et en Italie, on est en train actuellement de la faire naître. Mais parce pas que, on le conçoit, pas comme nous on le conçoit. Et là, c'est vrai, tu as raison, notre réponse est une réponse franco-française à une problématique internationale qui a été traitée de manière différente en Angleterre, dans les différents pays, comme en Allemagne et bientôt en Italie. Alors si vous me permettez, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable. Est-ce que quand même tout cela ne pose pas des problèmes d'ordre déontologique? Les experts comptables, ils ont une mission de service public. L'avocat, il défend l'intérêt de ses clients. Il y a conflit d'intérêts, Agnès Bricard? Alors moi, je dirais que ces problèmes déontologiques, on y a réfléchi depuis plus de 10 ans. Parce que ça fait 10 ans, en l'an 2000, qu'on se rappelle de la loi Mursef et qu'on parlait déjà d'une interprofessionnalité et que dès lors que des ordres existent... Oui, depuis 2000, ce n'est pas une thématique qui est nouvelle. Voilà, il y a eu même des conventions qui ont été signées. La première convention avec des syndicats, la seconde ensuite en 2006, où il y a eu les institutions qui ont consacré justement cette interprofessionnalité et notamment la réflexion sur ces problèmes déontologiques, de secret professionnel, est-ce qu'il peut être partagé, pas partagé. Alors je crois que quand on revient à l'idée de l'interprofessionnalité capitalistique, c'est-à-dire qu'on a une holding. Alors, elle a un nom barbare, elle s'appelle SP, et donc il faut le retenir FPL. PL veut dire oui, SP. C'est participation financière des professions libérales. Voilà. Et donc, elle permet ensuite d'avoir des filiales qui s'appellent des sociétés d'exercice libéral, donc des SEL. Donc, dès lors qu'il y a une tête qui s'appelle la holding et qu'en dessous, chaque activité est respectée dans le cadre de sa structure d'exercice libéral, il ne doit pas y avoir de frottement. Édouard de Lamaze, vous avez été délégué interministériel aux professions libérales, vous connaissez très bien ces questions. Où en est-on aujourd'hui dans le cheminement législatif de ces rapprochements? On en est là où on était il y a 13 ans. Il y a 13 ans. Voilà. Sauf que vient d'être préparé par la chancellerie, Madame Taubira, un projet de décret soumis au Conseil d'État qui va mettre en œuvre cette interprofessionnalité capitalistique. Et ça, c'est fondamental. Enfin, 13 ans après. Parce que justement, le point que vous soulevez sur le problème de la déontologie secret professionnel a été brandi par les professionnels, que ce soit chez toi comme chez nous, voilà, qui ont tous dit mais c'est une violation des principes fondamentaux de nos professions. Notamment le secret professionnel qui, lui, est beaucoup plus large d'ailleurs, qui va au-delà, qui est la loi, qui est une consécration de la loi et qui est d'ordre public. Mais on a mis 13 ans à leur expliquer que la réponse qu'on donne n'est pas une réponse sur une interprofessionnalité d'exercice. Les sociétés de participation financière ne sont pas des sociétés d'exercice, ce sont des sociétés capitalistiques qui servent à récupérer chez les professionnels libéraux les capitaux suffisants pour créer une entreprise qui aura une place mondiale avec des investissements suffisants pour que chacun des professionnels puisse exercer son métier. Selon la bonne formule, chacun son métier, les vaches seront bien gardées. Eh bien, les experts comptables continueront à faire leur métier, les avocats continueront à faire leur métier, mais ils auront mis en commun les moyens
de se développer au niveau international et d'être sur la capacité, avec la capacité de compétitivité avec les autres entreprises internationales. Donc pour conclure, en 2 mots, on verra bientôt, je reviens à mon introduction, on verra bientôt des cabinets à la fois d'avocats et d'experts comptables. Votre pronostic? Il faut, mais attention, sans confusion des gens. Sans confusion des gens. L'expert comptable fera son travail d'expert comptable, l'avocat fera son travail d'avocat. Agnès Bricard, vous êtes sur la même ligne pour Je terminer? suis tout à fait sur la même ligne, même si on sait que les chefs d'entreprise ont une capacité contributive plus faible s'il y a peut-être une équipe qui se met en place, mais on va leur expliquer qu'il y aura une efficacité beaucoup plus soutenue et une sécurité étendue pour eux. Eh bien, merci à tous les deux d'être venus nous parler de ces rapprochements entre les professions du chiffre et du droit. Merci à tous les deux d'être venus sur Xafi Canal.